Je voudrais saluer en premier lieu, au nom de tous les sapeurs-pompiers qui sont dans cette salle, l'arrivée de M. Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France. Et était déjà parmi nous M. Richefou, un tout petit peu avant, qui était venu l'accueillir avec le président. Voilà, mes chers collègues, nous sommes 700 dans cette salle environ, hein. On n'est pas à l'unité près, mais nous sommes 700. Et moi, je suis absolument ravi, comme tous mes collègues, de la teneur de ces débats et puis de l'enthousiasme qu'ils suscitent. Moi, j'ai bien aimé deux questions. Alors, une question un petit peu incisive, d'un président de conseil d'administration, mais notre propos ne doit pas être hors sol. Si on se contente de se faire plaisir entre sapeurs-pompiers passionnés, on est la plupart sapeurs-pompiers ici, ce sera très sympathique, mais on n'aura pas résolu toutes les questions. Donc effectivement, notre propos doit être en capacité de répondre à ceux qui nous gouvernent, et ils sont dans la salle, c'est-à-dire, oui, mais on fait comment? Puis deuxièmement, un collègue, directeur adjoint, s'est fait applaudir. S'est fait applaudir en disant « Oh là là, tout ça c'est sympa, mais on en fait trop. Restez chez vous, là, ce sera mieux, parce que là, on en fait de plus en plus, et puis on se forme de plus en plus. Si on se forme, on est peut-être même prêt à en faire encore plus, alors arrêtons tout. » Non, ce n'est pas l'idée. On va en parler. Alors, on essaye d'avoir une position, la Fédération essaie d'avoir une position que je vais tenter de vous résumer en quelques diapositives et puis en quelques minutes. Alors le titre, je le paraphrase, je me paraphrase parce que j'ai déjà présenté des titres qui ressemblent à ça. Des fois je dis du pilotage, la gestion des moyens au pilotage de la mission, mais je pense que ça peut résumer l'état de notre réflexion. Parce que pendant très longtemps, mais quand je dis pendant très longtemps, c'est pendant des décennies, sapeurs-pompiers, on a considéré que notre boulot c'était de gérer les moyens du SUAP. Alors on ne disait pas le SUAP, on disait le SAP. Tout à l'heure un collègue a dit du SUAP au SAP, on boucle, mais on a compris ce qu'il voulait dire. On pensait que notre boulot, c'était de faire tourner la machine, surtout sans tenir le poste de pilotage. L'enjeu, c'est d'être au poste de pilotage et d'être comme dans les avions à la place gauche, celui du commandant de bord. Là, pour l'instant, on est derrière. Ou alors on fait tourner les moteurs. Donc notre boulot, c'est pas juste de gérer les moyens. Gérer les moyens, on sait faire avec les difficultés qu'on a. Elle traite notamment des ressources humaines. C'est-à-dire, on sait, c'est pour ça qu'on nous aime bien, on sait armer des engins et distribuer des secours. On le fait avec de plus en plus de difficultés, avec des contraintes de plus en plus fortes, et on en reparlera demain matin. Mais on sait à peu près le faire. Sauf que quand vous avez la charge d'une mission, ça se passe souvent mieux quand vous en assurez également le pilotage. Alors on peut le dire autrement, on peut le dire avec des mots tout simples, on peut le dire avec un lieu commun, c'est qui paye commande. Et aujourd'hui, c'est les collectivités en charge des services d'incendie et de secours qui assurent ce financement, sur le plan directement comptable, et qui assure cette charge, au-delà du seul financement. Cette charge, c'est quoi? C'est recruter des sapeurs-pompiers, et notamment des sapeurs-pompiers volontaires, les fidéliser. La question de la fidélisation, on en a parlé il y a très peu de temps, elle ne revient pas uniquement aux sapeurs-pompiers volontaires, elle revient maintenant aux sapeurs-pompiers professionnels, qui, pour certains, se disent « mais pourquoi je suis ici? Mais qu'est-ce que je fais ?» C'est le sens de la mission. Et si on n'est pas en capacité de piloter la mission, eh bien certainement que dans des conditions un petit peu difficiles, qui sont celles de notre environnement, quand les temps sont durs, si vous n'êtes pas au poste de pilotage, si vous n'êtes pas vraiment aux commandes, vous ne savez pas où vous allez. Donc on doit piloter cette mission. Et pour piloter cette mission, il faut en premier lieu connaître notre activité. Et aujourd'hui, on connaît extrêmement mal notre activité. Pourquoi? Parce qu'on n'en avons qu'une approche quantitative. On fait des bâtons, et quand on a fait 4 bâtons, on en fait un 5e pour le barrer. Et on continue. Et on fait des bâtons avec des motifs d'appel, de recours, des motifs d'alerte, comme on voudra. Et on verra, dans la diapositive juste après, que ces motifs, ils sont assez généraux et qui ne recouvrent certainement pas la nuance qui doit nous permettre de travailler sur la matière. Donc le premier travail, mais qui nous intéresse tous, c'est-à-dire que quand nous allons rentrer dans quelques jours dans nos départements, nous devons, dans notre service d'incendie et de secours, nous poser une question: est-ce que je sais vraiment de quoi sont faites les 80 et quelques % de mes missions? Qu'est-ce qu'on fait dedans? Et de cette analyse découlera dans un second temps la définition de notre périmètre opérationnel qui a été évoqué par Christian tout à l'heure, c'est-à-dire maintenant qu'est-ce qui relève de notre boulot
et qu'est-ce qui relève peut-être d'autres acteurs. Nous devons développer des notions qui existent depuis une trentaine d'années dans la santé, c'est cette notion de charge de soins. C'est-à-dire qu'on doit savoir de manière un peu plus précise que des bâtons ou des chiffres, des nombres dans une case, ce que l'on fait et précisément le contenu de ce que l'on fait, c'est-à-dire la charge réelle supportée par le service d'incendie. Pas uniquement je suis sorti tant de fois, pas uniquement je suis sorti tant de fois pendant tant d'heures, c'est déjà un tout petit peu mieux, mais surtout qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai juste transporté une personne d'un point A à un point B? Ou est-ce que j'ai une action positive de secours? Est-ce que cette action de secours, elle relève, alors certains diraient de mon ADN, ou peut-être déjà elle relève de mon champ de compétences législatifs et réglementaires. Et puis ensuite, on va aller au résultat, c'est-à-dire qu'on va comparer ce qu'on fait, puisque théoriquement, on pourrait être amené à faire. Et puis après seulement, on sera peut-être légitime pour dire qu'il faut changer la loi, il faut changer le règlement. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on fait, et on n'est pas tout à fait sûr que la réalité de notre activité correspond à la réalité en droit constant de notre champ de compétences. Et puis au passage, connaître la réalité de nos délais d'attente, parce qu'on vient se plaindre, je pense à juste titre, de payer les conséquences des difficultés de notre environnement, mais il faut qu'on dimensionne précisément combien de temps on attend dans un service d'accueil d'urgence, parce que ça a des conséquences indirectes sur la couverture opérationnelle et sur les coûts engendrés. Combien de temps on attend au téléphone quand on veut transmettre un bilan, et je vous dirai tout à l'heure que je pense que cette procédure est obsolète. Combien de temps on attend un SMUR? Parce que certains vont dire, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, ça a même été applaudi. Ah mais il ne faut pas s'occuper de secours paramédicaux, faut pas c'est les autres. Très très bien. On les attend combien de temps les autres? On les attend combien de temps? Quelle est la logique économique de tout cela? Parce qu'aujourd'hui, je vais laisser vraiment la parole à la contradiction, je vais juste finir mon propos. Aujourd'hui, les statistiques annuelles des services d'incendie et de secours, je vais donner l'exemple du domicile, distinguent deux hypothèses, par ordre décroissant de nombre d'interventions. Les malaises ou les maladies à domicile, urgence vitale. Vous voyez qu'on est à 800 000 et quelques, 887 000 interventions. Et puis, si vous êtes à domicile, il n'y a qu'une seule alternative. Donc, il y a deux possibilités. La deuxième possibilité, c'est les malaises ou maladies à domicile en situation de carence. Vous savez, celles qui sont à 121 €. 338 000. C'est quoi la réalité? C'est qu'il y en a beaucoup plus que ces deux grandes catégories. C'est quoi l'urgence vitale, les 887 000 interventions? Vous savez combien de pourcentage de celles-là sont médicalisées? 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un énorme gap entre la théorie telle qu'elle a pu être conçue à une époque et la réalité de ce qu'on fait. Quand nous sommes à domicile, nous ne sommes pas, et très loin s'en faut, que dans des situations d'urgence vitale. Cela n'est pas dire que ce n'est jamais notre boulot, mais en tout cas, c'est certain que nous avons besoin d'aller un petit peu plus loin dans la finesse de ces statistiques, et puis ensuite je vais passer à autre chose, parce que ce serait fastidieux de poursuivre sur ce registre, mais en tout cas nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin dans la finesse de nos statistiques pour être en capacité de piloter réellement. Deuxièmement, sur le périmètre, il faut être clair, le SUAP, ce n'est pas une mission partagée. Ce n'est pas une mission partagée. Quand vous êtes dans le fauteuil, et puis que quelqu'un d'autre fait votre vaisselle, la vaisselle n'est pas une mission partagée. Ben, le SUAP n'est pas une mission partagée, ce sont les sapeurs-pompiers qui l'effectuent. Et nous qui le faisons, le SUAP. Dans moins de 10% des cas, nous sommes renforcés, appuyés par un partenaire qui est le SMUR, qui sont les SMUR. Pas le SAMU il est au bout du téléphone, les SMUR. Il y a toujours un sapeur-pompier dès lors qu'il y a une action de secours, sauf hypothèse assez marginale. Donc le SUAP, c'est une mission des services d'incendie et de secours, ce n'est pas une mission partagée. C'est une mission supportée, je l'ai dit tout à l'heure, la charge de la mission, elle repose sur les 6, les SDIS et les camarades parisiens et marseillais. Alors aujourd'hui, cette définition, elle se fait souvent par défaut, parce que pendant très longtemps, on était en phase de croissance, et puis on nous appelait, et puis on venait parce qu'on est des bons garçons. Alors quand les autres ne pouvaient pas y aller, on y allait. Et puis quand les autres ne pouvaient pas y aller, ils disaient « Hé, pompiers, c'est pour vous !» Et donc on y allait. Aujourd'hui, la question, c'est de définir le périmètre. Qui paye commande? Et à cet égard, très clairement, nous pensons aujourd'hui
que le référentiel de 2008 est devenu obsolète. Pourquoi est-il devenu obsolète? Faites une recherche, il y a des logiciels aujourd'hui pour ça, cherchez le mot le plus souvent répété dans le référentiel de 2008. Je vais vous donner la réponse. Le principe central de la régulation médicale, principe fondamental de notre activité. C'est ça aujourd'hui? Il y a eu deux événements assez marquants et assez douloureux et probablement injustes qui sont venus désintégrer ce bel édifice, mais qui n'est qu'un mythe. Premier, vous l'avez tous vu, c'est l'affaire Naomi. Je ne vais pas m'étendre dessus, c'est tout à fait injuste, ça aurait pu arriver à un service d'incendie et de secours, parce que des réponses déviantes, il y en a partout. Sauf que là, c'est venu démolir un mythe qui est il y a un médecin qui va vous dire ce qui est bon pour vous. Mais non, il n'y a pas toujours un médecin, tout le monde le sait. Ça a été assez cruellement mis en lumière il y a quelques mois. Deuxième cruauté, plus récente, le point. Là encore, on peut discuter la méthodologie, et elle est sans doute discutable. Elle se repose tout de même sur l'analyse des chiffres publiés par le ministère de la Santé. On peut discuter la méthodologie. Mais qu'est-ce qu'écrit le point? Il écrit, mais la plupart du temps, vous n'arrivez pas à les joindre. Mais c'est ce que disent les sapeurs-pompiers au 18. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les usagers? Ben écoutez, je vous appelle parce qu'au 15, ça ne répond pas. C'est pas dire que c'est de la faute aux autres parce qu'ils sont ni plus méchants, ni moins intelligents que nous. C'est pas ça. C'est que la logique est complètement dépassée. Le modèle des années 1960, 13 000 morts par an sur les accidents de la route. L'idée de médicaliser les secours. Excellente idée. L'idée, lorsqu'on envoie le médecin sur la route, de lui dire, par téléphone, par radio plutôt à l'époque, ben, tu vas aller ici parce que là, il n'y a pas de chirurgien pour soigner ta victime. Très très bien, c'est ça la régulation médicale. Consacrée par une loi de 1986, codifiée aujourd'hui au Code de la santé publique, qui explique que l'aide médicale urgente, on fait un code AMUPS, et puis on a un médecin qui répond au 15. C'est très très bien. Et nulle part, d'ailleurs, il est écrit dans le code que les pompiers doivent être les majordomes de ces châtelains qui tiendraient le 15. Nulle part. Ce sont nos pratiques, puisses référentielles que j'ai qualifiées d'obsolètes, qui l'ont consacré par l'usage, mais aujourd'hui, je pense que ça va être mis en question. Donc ce principe qui a apporté énormément de bénéfices à la qualité des secours il y a 50 ans, aujourd'hui ne peut pas être considéré comme un point central, puisque nous l'avons vu à tous les égards, que ce soit dans la réalité de la médicalisation qui n'est souvent que prétendue. Alors aujourd'hui, on vous dit, oui, mais le médecin est dans la salle. Ou dans la réalité de l'accessibilité, ce principe ne peut pas être le principe qui gouverne une activité qui est aujourd'hui supportée à 100% par la charge des services d'incendie et de secours. Donc vous ne pouvez pas être piloté par quelqu'un qui est aveugle et qui est au sol et qui ne suivit pas le sort de votre avion, si je veux prendre et poursuivre mon analogie aéronautique. La première étape, maintenant que j'ai indiqué que nous devions savoir précisément ce que nous faisions, deuxièmement que nous devions définir le périmètre opérationnel. L'étape suivante, elle est de maîtriser le traitement de l'alerte. Le traitement de l'alerte, ça a été dit notamment ce matin, et ça doit être redit ici, c'est probablement le point aujourd'hui le plus sensible du SUAP. Le point le plus stratégique du SUAP, il n'est pas encore dans nos véhicules, dans nos VSAV, et pas nos ambulances, mais ça a été dit. Il n'est pas tout à fait, et il l'est dans ce qu'on fait, mais il est en premier lieu dans la réponse que nous apportons aujourd'hui par téléphone, demain par d'autres médias, dans nos centres de traitement d'alerte, qui, je l'ai appris ce matin, s'appelleront peut-être bientôt des centres de traitement des communications. J'ai déjà évoqué la question du mythe de la régulation médicale. J'ai évoqué la question fondamentale de la qualification de la demande, c'est-à-dire que nous devons être en capacité, nous, de savoir si la demande qui nous est faite relève de notre activité ou ne relève pas de notre activité. Parce qu'à ma connaissance, quand vous appelez le 17 et que vous avez un policier ou un gendarme et que vous lui dites « Monsieur le gendarme, je voudrais que vous veniez parce que ce soir, j'organise un anniversaire, il y aura une vingtaine de personnes et peut-être qu'il y aura quelqu'un d'agité, donc ça me ferait plaisir d'avoir un policier pour assurer la sûreté de tout cela. » Je pense que les policiers ne viendront pas, ils vous diront « Désolé, ce n'est pas notre boulot, c'est le boulot de notre opérateur, peut-être de sécurité privée. » Eh bien nous sommes une sorte de service qui, lorsqu'on vient lui dire « Ah non, non, les pompiers, il faut y aller. » Ah ben très bien, on y va parce que nous, on ne sait pas. Nous devons savoir et nous devons qualifier la demande, c'est ce que Christian Poirel a expliqué tout à l'heure, sur un modèle qui existe. Alors sur un modèle sur lequel nous avons perdu une trentaine d'années. Nous avons perdu environ 30 ans au regard des autres pays développés, parce que depuis 30 ans, on nous dit « Messieurs les pompiers, soyez bien sages,
décrochez vos appels, prenez les adresses. Le cas échéant, partez si vous pensez vraiment qu'il est en arrêt cardiaque, c'est de votre niveau. Et pour le reste, on va vous dire ce qu'il faut faire. Donc nous avons perdu beaucoup de temps et pendant très longtemps, on nous a dit « Non, non, vous vous occupez pas de ça les pompiers, on va le faire pour vous ». Il y a 2 ans est sortie une instruction conjointe, intérieure santé, relative aux arbres décisionnels. Elle a été discutée par un groupe technique de professionnels, de sapeurs-pompiers et de camarades du SAMU. La principale énergie déployée par nos camarades était que nous posions le moins de questions possible et que nous en faisions le moins possible de façon à revenir au fondamental. Faites le 15, on vous dira ce qui est bon pour vous. Nous avons passé un été entier, Éric Faure s'en souvient, nous avons passé un été entier à discuter avec mon camarade président de SAMU Urgences de France, qui l'était déjà à l'époque, un mois entier à discuter d'une phrase qui consistait à dire pas plus de 3 questions offertes aux sapeurs-pompiers. Et dans leur infinie bonté, nos camarades ont fini par concéder qu'on n'écrirait pas le nombre de questions autorisées. Est-ce que vous vous rendez compte? On est en train de nous dicter notre façon de, nous, au téléphone, avec nos ressources, gérer nos ressources. Nous devons développer des démarches de qualité dans les centres de traitement de l'alerte, je pense aussi, et il faut être en capacité de se dire la vérité, nous ne sommes pas à jour en termes de qualité. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas de la bonne qualité, ça veut dire que nous n'avons pas la démarche, nous avons de très bons artisans. Mais nous devons développer ce qui, dans l'industrie et ce qui est d'aujourd'hui dans toutes les activités, y compris de services, et la démarche qualité. Nous sommes dans un secteur concurrentiel. Et nos concurrents, c'est parfois d'autres services publics qui vont nous dire « nous, on est meilleurs, nous, on fait de la qualité ». C'est à nous de traiter les alertes et c'est à nous de qualifier les appels. Si nous ne qualifions pas les appels, nous perdons le champ de notre périmètre. Et donc nous devons aller vers des CTA mieux procédurés. Ça ne veut pas dire que nos opérateurs doivent être dépourvus de capacité de décision. Ce n'est absolument pas dire ça. Ça veut dire que notre activité doit être procédurée, doit être certifiée. Et je pense que nous devons au moins et déjà aller vers cette direction-là. Et même avant d'être certifié, la seule démarche allant vers la qualité et la certification produit déjà de la qualité. Il y a un enjeu très clair dans la réception du 112. Il est figuré en bleu, très clair, lui aussi, sur cette carte. Il y a des départements en blanc. C'est des départements où le 112 est reçu par un SAMU non interconnecté. C'est une anomalie. Aujourd'hui, vous avez les e-calls, vous avez les voitures automatiques, vous savez, qui vont déclencher la demande de secours quand ils sont dans le fossé, enfin quand l'airbag se déclenche, etc., qui arrivent dans un endroit où, par hypothèse, on vous dit « Non, mais nous, on ne fait pas de secours, on fait de la médecine », et qui décroche de temps en temps quand il peut, et quand il décroche, on ne sait pas qui répond. C'est totalement anormal. Alors, bien sûr, nous attendons avec impatience un rapport. Alors, il est de bon ton de dire que les rapports sont attendus, mais celui-là l'est particulièrement, qui va émettre des propositions s'agissant de l'organisation, mais en toute hypothèse, il y aura de toute façon un 112, je ne sais pas exactement comment. Il est tout à fait anormal que l'histoire, parce que c'est l'histoire qui l'a fait ainsi, que l'histoire fasse que le secours est traité par un service qui ne traite pas du secours. Assurer la gestion opérationnelle, lorsque nous avons engagé les secours, vous savez, l'enjeu, il est tout simple, il est de conserver le COS. Alors on peut décider d'en faire le moins possible. Sauf que quand on en fera de moins en moins, au bout d'un moment, on ne le maîtrisera plus du tout. Et je ne pense pas, il faut être très très clair, parce que je comprends ceux qui disent « mais attendez, on ne va pas en faire toujours plus, et on n'est pas des médecins, et on n'est pas des paramédics, et l'idée, c'est pas d'en faire toujours plus. » Non, je pense que l'idée, c'est d'en faire un petit peu moins, mais d'être à chaque fois là où on a besoin de nous. L'idée, très clairement, elle n'est pas de dépenser plus pour faire du SUAP. Si aujourd'hui, on vient présenter, si la fédération vient présenter quelque chose en disant « messieurs, dames, et messieurs, dames les élus, maintenant, on vous demande encore plus d'argent parce qu'on va faire encore mieux », on est complètement hors sol. Ce n'est pas ça le propos. Notre propos, ce n'est pas de dire on va en faire plus, c'est plus cher. Notre propos, c'est de dire, avec autant de moyens, peut-être, avec les moyens qui se contractent, parce que malheureusement, ils se contractent parfois, nous devons répondre à la mission, mais le piloter. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le poste de pilotage. Diversifier la réponse opérationnelle, ça a été dit, au-delà d'une réponse univoque des VSAV. Maîtriser et contenir les appuis aux ambulances et aux SMUR, ça a été dit de manière très claire par Bertrand Vidot. Ne pas se limiter au bas du spectre opérationnel, c'est très tentant de faire tout sauf les 5% les plus sévères. Parce qu'on se dit, les 5%, il faut mettre un docteur, un infirmier. Alors, oh là là, ça coûte très cher, alors on va s'en défaire.
Ce n'est pas un très bon calcul de long terme. Parce que si vous n'avez pas un minimum d'expertise, il ne s'agit pas de prendre la place des autres services. Il s'agit de maintenir un peu d'expertise et de ne pas être absent du haut du spectre. Eh bien, vous ne pilotez plus. Parce qu'on vous dit, écoutez, vous êtes gentil, vous savez voler par temps calme, mais vous ne savez pas décoller, vous ne savez pas atterrir et vous ne savez pas réagir quand c'est compliqué. Alors vous êtes sympathique, vous allez monter derrière, vous allez pédaler, et puis nous, on va vous piloter. Parce que nous, on sait. Parce que celui qui a l'expertise, c'est celui qui pilote. C'est pourquoi il faut développer une capacité opérationnelle, paramédicale et médicale, ça a été dit. Pas pour faire plaisir au docteur que je suis, pas pour faire plaisir aux infirmiers et aux autres docteurs qui sont dans cette salle. Bien sûr que c'est sympa, mais ce n'est pas la question. C'est que si vous n'avez pas l'expertise in situ, et si on continue, comme on le fait depuis une cinquantaine d'années, à profiter de l'expertise du voisin, eh bien, vous savez quoi, le voisin il va rester dans le fauteuil et vous serez en train de faire la vaisselle. Et vous continuerez à dire que la mission est partagée, parce que votre voisin, lui, il sait quoi vous faire faire. La question des bilans. Tout à l'heure, on parlait des bilans. Ah là là, c'est terrible, on attend. Quand vous passez le compte-rendu de vos activités à quelqu'un, que ce quelqu'un, il reçoit votre compte-rendu et il vous dit en retour ce qu'il faut faire. Comment ça s'appelle en sapeur-pompier? Ça s'appelle du commandement. Posons-nous la question. Est-ce que ça doit nécessairement toujours revenir à une entité tierce? Aujourd'hui, savoir ce que font sur le plan qualitatif, j'entends, les sapeurs-pompiers sur place, il y a besoin d'un renfort, pas de renfort, ça relève des sapeurs-pompiers. Les SAMU sont nos partenaires, ce sont nos interlocuteurs, c'est le point d'entrée vers le secteur hospitalier. Aucun souci. Mais ce n'est pas forcément celui qui est l'alpha et l'oméga de toute notre activité. Donc, les rôles des CODIS, ils appelleront peut-être autrement, le rôle d'un pilotage de sapeurs-pompiers, c'est aussi de suivre sur le plan qualitatif, dans la conduite opérationnelle, ce que font les sapeurs-pompiers. Je répète une fois encore, l'objectif n'est pas d'en faire plus, l'objectif est de rester sur notre périmètre de compétences, d'en faire certainement pas plus, peut-être mieux, et en tout cas de reprendre le manche. Nous n'avons pas le manche aujourd'hui. Cette expertise paramédicale, elle n'est pas uniquement pour distribuer les secours, elle est notamment dans la conception, dans l'analyse des opérations. Au passage, on en reparlera dans d'autres lieux, mais au passage, c'est le seul santé réellement efficace pour les sapeurs-pompiers. Vous vous bercez d'illusions si vous imaginez que vous allez faire du soutien santé opérationnel des sapeurs-pompiers avec des gens qui sortent une fois tous les 6 mois, uniquement quand un sapeur-pompier est gravement blessé. Vous vous bercez totalement d'illusions, ça vous fera plaisir, peut-être il vous tiendra la main, mais il arrivera après coup et ça ne marchera pas. Et au passage, d'assurer la fonction de direction des secours médicaux, qui, en cas d'exception, permet au COS d'être le COS, sinon le COS est le chef d'une compagnie de brancardage. Merci à tous. Je finis en faisant un placement produit. Excellente revue, le MAG, sapeur-pompier. Un très bel article sur le SUAP. Vous avez sur les sièges le numéro spécial, qui est un numéro spécial qui a été co-produit avec nos partenaires Soldats du Feu Magazine, mais dans le MAG que vous recevez tous les mois, un très très bel article dont je vous invite à la lecture. À tout de suite, parce que maintenant c'est l'heure du débat. Merci beaucoup. Merci Patrick. Tu peux t'installer là. Merci messieurs.